Et il s'agit d'une table ronde autour de la thématique comment habiter le monde, qui justement résonne avec la thématique du festival et de la première édition du festival Haïti Monde. Et nous remercions les autrices et les auteurs qui sont déjà là. Et pour cette table ronde, Mackenzie Orcel et Anne-Sophie Stefanini, Guy Régis Junior et Sophia Awin, et sans oublier la modératrice Sophie Queudeville, à qui nous disons merci d'être là. Donc bienvenue à vous, chers publics, et je vous souhaite bonne table ronde. Donc j'invite les auteurs et les autrices à prendre place sur le plateau. Et donc voilà, qui se lève en premier? Voilà, merci Guy, merci Mackenzie, merci Anne-Sophie, merci Sophia, et merci Sophie. Et je vous souhaite bonne écoute à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette très belle introduction. Comment habiter le monde? Elles et ils sont 4, journalistes, éditrices, romancières, poètes, traducteurs, dramaturges, réalisateurs, romanciers, tout ça rien qu'à eux 4. Ils nous font traverser le monde, du quartier de la Goutte d'Or à la Baie de Somme, du quartier de la Gare du Nord à Yaoundé ou à Alger, des villages reculés. En cœur, s'il vous plaît. Alors, avant que nous rentrions dans le vif de ce vaste sujet qui est comment habiter le monde, Anne-Sophie, je vais vous présenter rapidement tous les 4, ainsi que vos livres. Sophia, je vais commencer par vous. Si, je parle, finissez de vous installer pendant ce temps-là, c'est pas grave. Vous êtes reporter, journaliste radio et documentariste. En 2019, vous avez publié votre premier roman, Rascodie des oubliés, aux éditions de La Martinière, publié depuis au livre de poche. On y suit Abad, 13 ans, ici, à Barbès, dans le quartier de la Goutte d'Or, le quotidien de ce quartier à travers le regard de l'adolescence. Ma rue raconte l'histoire du monde avec une odeur de poubelle. Elle s'appelle rue Léon, un nom de bon français, avec que des métèques et des visages bruns dedans. Ce sont les premières phrases de votre livre et nous y reviendrons. Bienvenue, Sophia. Anne-Sophie Stefanini, romancière et éditrice. Et vous n'êtes pas pour rien dans la création du prix Voix d'Afrique avec RFI. Vous avez publié 4 romans, Vers la mer, suivi de 4 que vous avez de façon très subtile, car on connaît la difficulté du deuxième roman que vous avez écrit avec 3 autres primo-romanciers, votre deuxième roman à 4 mains, avec Caroline Lunoir, Sébastien Larnier et Fanny Saint-Ouen, qui est dans la salle. Puis chez Gallimard, j'essaie de la libraire, Nos années rouges, dans lequel vous nous transportez aux côtés de Catherine, dans l'Alger de 1962, juste après l'indépendance, d'engagement en désillusion, de liberté à coup d'État et à prison, casse-prison aussi. Et cet inconnu, publié en 2020, entre France et Cameroun, Constance et Ruben ont 9 ans quand Catherine, again, la mère de Constance disparaît à Yaoundé, de vie bouleversée mais liée à jamais, puisque 26 ans plus tard, ils sont toujours en contact, tentant chacun de se reconstruire ou de comprendre le drame. On voyage beaucoup avec vos livres, Anne-Sophie. Mackenzie Orcel, bonjour Mackenzie, ravie de vous revoir.
6 romans, dont 5 se passent en Haïti, et un coécrit avec Nicolas Idier, qui là mêle 2 visions du monde depuis l'Inde et Haïti et la France. Plusieurs recueils de poèmes également. Des bas-fonds de Port-au-Prince, tout autant que des villages perdus, des immortels à l'empereur en passant par l'ombre animale ou maître minuit. Votre terre haïtienne semble être votre terre d'écriture, en tout cas jusqu'au 17 août prochain, où paraîtra Une sonne humaine chez Rivage, qui, paraît-il, va explorer de nouveaux territoires. On a hâte. En tout cas, le dernier roman paru, L'Empereur chez Rivage, là. Un homme attend la police car il a commis l'irréparable et nous raconte sa vie durant toute cette attente, toutes les blessures qui l'ont amené là. Enfant abandonné, recueilli dans un lacou par un maître vaudou, escroc, manipulateur qui règne en maître sur ses moutons, il se sauvera pour Port-au-Prince pour y trouver une autre forme de violence. Et puis, comme souvent, chez Mackenzie, il y a aussi une femme, et une femme qui déclenchera beaucoup de choses. Ça va ? Je ne dis pas trop de bêtises jusque-là. Guy Régis Junior, alors vous êtes romancier, poète, dramaturge, traducteur, comédien, metteur en scène et réalisateur. Je ne sais pas si j'ai oublié une case. Vous êtes également directeur artistique du festival de spectacle vivant 4 chemins à Port-au-Prince. Alors vous êtes directeur artistique de l'association qui fait la programmation du festival du même nom. Voilà, j'ai résumé un peu. 2 romans, Le Trophée des Capitaux en 2011 et en 2020, Les 5 fois où j'ai vu mon père chez Gallimard. Ah oui, j'ai pas dit Mackenzie, c'était chez Rivage et les précédents titres étaient chez Ulm. Les 5 fois où j'ai vu mon père, qui au départ était une pièce de théâtre, pièce d'ailleurs que vous avez mis en scène il y a peu et qui est en tournée toute cette année depuis janvier en France. Enfin, je crois que la prochaine fois c'est en Belgique, c'est Liège à venir. Dans vos textes, vous questionnez la famille et l'absence, la migration, la condition humaine, le séisme qu'a subi Haïti, avec notamment dans les pièces de théâtre de toute la Terre, le grand effarement ou reconstruction, avec la corruption qui vient après, avec l'après. Humour ravageur, écriture poétique et solaire, comme vos 3 camarades présents aujourd'hui. Avec les mots, vous racontez le monde, vous le réinventez par la fiction et la création. Bon, j'ai fini de parler, ça va être à vous. Parce que c'est long, les intros à 4, puis les gens ils sont là pour vous entendre. Hein. En vous lisant tous les 4, maintenant j'ai commencé par Sophia. Ça aurait pu, hein. Je vous remercie, monsieur Ancel. En vous lisant tous les 4 avec en tête cette question qui est le sujet de notre table ronde, comment habiter le monde, je me disais quand même que c'était un peu comment habiter le chaos ou comment trouver la lumière dans un monde hostile et mal en point. Parce que le monde, dans vos textes, il y a l'image de ce qu'il est effectivement dans la réalité, c'est-à-dire pas tout rose. Il y a quand même quelque chose à... Moi qui étais libraire, ah oui, je suis censée... Mon truc c'est passeur de livres, donner envie de lire, donc je ne vais pas dire vos textes sont sombres, mais c'est vrai que dans vos textes, vous l'épargnez pas le monde, parce que vous le traitez à sa juste mesure. Alors, la première question, c'est que justement ce chaos du monde, que ce soit juste en bas de la rue dans la Goutte d'Or, pour Sophia, ou à l'autre bout du monde, chez Anne-Sophie, chez Mackenzie, chez Guy, est-ce que c'est ça qui vous me parlez du chaos du monde ? Vous le voyez ainsi, le monde? J'ai raison de dire qu'il est quand même extrêmement chaotique dans vos textes, et en tout cas, c'est aussi ça qui fait une matière littéraire. Mackenzie, je peux répondre. Oui. Et alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée de livre sombre.
J'ai parlé de lumière au bout. Oui, 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 il y a aussi de la lumière, mais un livre, c'est jamais sombre, parce que ce qu'on fait quand on fait un livre, on fait rentrer du réel. On fait un livre, la matière d'un livre, c'est le réel, c'est le monde, c'est les gens, la littérature parle de nous, la littérature va vers nous. Voilà, et par exemple, dans l'emploi, ce que j'ai essayé de faire, je ne sais pas si j'ai réussi, c'était d'essayer de faire rentrer dans un livre, sur à peu près 150 pages, un ensemble de dieux et de forces invisibles dont les hommes essayent de se concilier la bienveillance et la puissance. Voilà, donc le vaudou d'un côté et le capitalisme de l'autre. Capitalisme qui domine, qui écrase le monde d'aujourd'hui, une entreprise assez violente et absurde. Et donc, pour moi, toute l'histoire de l'humanité, on pourrait la résumer à cette quête de lumière. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Et si on vous offre un Dieu, comme Christophe Colomb, on dit, ce Dieu-là, il est important, il peut vous sauver, et voilà, vous allez essayer de l'embrasser. Si on vous offre le voyage, vous choisissez le voyage. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? C'est qu'on a besoin de se réaliser. On a besoin de sortir de certaines conditions pour atteindre une forme de lumière, de réalisation de soi. Et donc, moi, par rapport à cette thématique, ce que je fais, ce que j'essaie de faire dans mes livres, c'est ce que je suis peut-être. L'histoire de ma vie, c'est peut-être ça. C'est-à-dire, moi, quand j'ai... Et pendant des années, j'ai pas arrêté de raconter que je venais de Martissan, c'est-à-dire un quartier populaire, abandonné, complètement abandonné par l'État. Et en Haïti, il y a certains éléments de certaines classes sociales qui disaient que oh, Mackenzie vend sa misère à l'étranger et tout. Comme quoi certaines vérités, il ne faut pas les dire. Mais moi, je viens de Martissan, c'est-à-dire j'ai grandi dans une immense solitude, dans ce quartier avec une mère et complètement larguée, partout, par ce type qui devait être mon père, par l'État, tout. Genre, on était seuls. À un moment donné, il fallait faire quelque chose, sortir de là, voir le monde, me réaliser, écrire, faire quelque chose de moi. C'est-à-dire être content de me réveiller le matin et savoir pourquoi je me réveille. Et ça, c'est important. Et je pense que le monde dont on parle aujourd'hui, et peut-être qu'il n'est pas possible, de l'habiter physiquement, parce que c'est un monde immense. C'est-à-dire Haïti qui fait à peu près 27 750 km², il y a plusieurs Haïti à l'intérieur de cette Haïti. C'est-à-dire, dans un quartier, il y a plusieurs quartiers, il y a plusieurs mondes. Physiquement, c'est impossible à habiter, mais symboliquement, c'est ce qu'on fait dans un livre. En quelques phrases, tu te retrouves au cœur du monde et tu replaces l'humanité au cœur de son histoire. Voilà. Je crois que Sophie a très envie d'intervenir. Oui, parce que dans l'ADN de ce que disait Kiri. Non. Mackenzie, en plus, j'aime bien dans ce que disait Mackenzie, il y a tout l'ADN, je dirais, de cette littérature qui est, on va dire, allez, pas comme musique du monde, parce que j'aime pas ce vocable, mais littérature monde. L'idée, en fait, que quand on est un enfant, ça m'a fait penser à l'ADN d'Abad, le fait de vivre dans un quartier qui est tellement hostile à l'enfance, qu'on est obligé, pour pas crever de l'intérieur, d'aller vers l'extérieur. Et moi, ça me rappelle aussi à ma propre enfance et à mes propres... à cette sensation d'étouffement que même la mère nation qui est la France pour moi, parce que j'ai grandi en France et je suis née en France, elle ne peut rien faire pour vous au fond. Et je dirais que dans votre question et dans ce que disait Mackenzie, il y a surtout cette idée que pour parler de ces mondes-là qui sont chaotiques, on ne peut pas déjà ne pas l'écorcher, donc il faut exploser les frontières, il faut exploser le réel et il faut le mettre sur la place publique. Donc quand on lui faisait un procès de dire que j'exporte la misère d'Haïti ailleurs, on m'a fait le même procès dans la Goutte d'Or, à la médiathèque, et en plus par une femme qui n'était, et j'aime pas les vocables mais on va les utiliser,
même pas, on va dire, de la couleur des gens qui auraient pu se sentir stigmatisés. Comme quoi, mettre le réel, le chaos du réel dans la littérature, ça peut déranger. Et moi, je pars du principe qu'à l'heure de la cancel culture, de l'éclatement des générations et de la mise à plat en fait, des souffrances et de la douleur du monde, c'est ce qu'on est en train de vivre, hein. On est en train de passer d'un siècle à l'autre, d'un chaos à l'autre, j'espère qu'à un moment on parlera aussi d'amour. En fait, il faut parler de ça, il faut ne pas avoir de tabou dans la littérature, ne pas avoir peur d'exposer le chaos pour exposer la lumière, en fait, tout simplement, et ne pas aller l'un sans l'autre. On m'a reproché, même mon éditeur, dans mon deuxième roman, qui est très difficile, d'être trop sombre. On me dit qu'il y a de la lumière, mais il y a la lumière tout simplement de l'enfance. Et pourtant, c'est pas un gimmick que j'avais envie de mettre. Et je dirais qu'en fait, la principale tâche, avant de vouloir s'engager sur des dettes morales envers n'importe quelle communauté ou envers la littérature, envers l'histoire de la littérature, je crois qu'en fait le principal combat il est dans le langage, il est dans la langue, il est dans la poétique. Moi je dis souvent que j'ai rien réinventé dans mon roman, j'ai tissé un fil qui existe depuis les Grecs, depuis aussi l'oralité de mes origines nord-africaines, etc. Mais que j'ai en fait essayé de recréer une langue, et cette langue-là elle est chaotique, elle plaît pas, mais en tout cas j'ai eu l'impression que c'était celle que le trottoir ou l'asphalte de mon quartier, qui est le 18e, bienvenue chez moi, je rigole, en plein temps, oui. Voilà c'est ça, pouvait parler, donc ça m'a d'autant touché que Mackenzie évoquait son quartier, Martissant, voilà, on a tous à un moment été un enfant au milieu des pierres, était un enfant au milieu de grands immeubles que vous pouvez vous avaler, d'ailleurs c'est la suite de l'Inquipit, et on a eu un moment envie de crier, et la littérature, je crois que n'importe quoi, l'expression, la création, elle est là pour dire je, face à ce chaos, quoi, voilà. C'est ton tour. En attendant qu'Anne-Sophie nous rejoigne. Anne-Sophie a un petit enfant en très bas âge, donc elle risque de faire des allers-retours. On l'excuse. Moi, j'ai préparé quelque chose comme je suis. Je suis pas aussi bon que vous. Elle est en train de dire qu'il j'ai préparé un y en a un qui a bossé, en fait. Ah oui, parce que le directeur Sadak m'avait dit que si je ne le fais pas, il ne me paye pas. Donc. Mais il faut écrire. Je me souviens avoir vendu mon adolescence à un monde. J'ai abandonné ma famille, mon quartier, pour faire de ce lieu mon quartier général. Dès l'âge de 16 ans, si on avait besoin de moi, on savait où me trouver. J'y allais dès le matin et je le laissais à la nuit tomber. C'était mon monde. Un monde pourtant où ma mère n'a jamais mis les pieds. Mais ma mère poule, elle savait où j'étais. Un monde où elle s'imaginait que rien de mal pouvait m'arriver. Mais elle se trompait. Car dans ce monde, j'ai tout subi. Les grandes peines, l'idée de renoncer 100 fois, de n'être pas à la hauteur, les grandes joies aussi. Quand un instant on croit avoir trouvé un vrai complice, un écrivain aimé, et qu'on va suivre toute la vie. Puis de l'angoisse, plein de fois se dire pourquoi ne pas avoir eu le génie de choisir de vendre des smartphones de préférence et devenir riche, être l'inventeur d'une nouvelle application, pourquoi ne pas avoir tant inventé éthique et toc. On aurait dû y penser, non? Être le Zuckerberg haïtien, plutôt que de choisir un monde jamais certain, où ça va, ça vient, où l'incertitude est maîtresse absolue. Ce monde, c'était au bicentenaire de Port-au-Prince, un bord de mer, des marécages, une salle de spectacle, une bibliothèque, un restaurant, un grand jardin, où je deviendrai tour à tour lecteur passionné, écrivain en herbe, régisseur lumière en herbe, comédien en herbe, metteur en scène en herbe. Un monde qui me permettait d'essayer à nouveau d'être en quête perpétuelle. Je n'étais pas seul à devenir dans ce monde-là. Je faisais partie d'une bande de quêteurs bohémiens comme moi. On nous traitait de tous les noms car on était jeunes. On pense déceler toujours le projet, l'envie des jeunes en bande. On nous trouvait étranges, on nous voyait bizarres, à traîner dans notre monde jour et nuit. On nous prêtait des intentions, on nous le disait. Pourtant, entre nous, on partageait nos lectures des écrivains et des créateurs d'exception. La Route des Flandres de Claude Simon, Théâtre théâtral de Meyerhold, Démien de Hermann Hesse. Et aussi, on a découvert le jazz contemporain, Magique Malik, Julien Nouveau, du beau cinéma, Mambéty, Djibril Diop.
des conférenciers inoubliables venant d'un monde lointain mais si proche. Édouard Monique. Quand notre monde s'est effondré, on s'est comme senti jeté à la rue, alors j'ai changé de quartier général. J'ai habité la salle de théâtre de l'École nationale des arts au centre bourguignon de Port-au-Prince, puis ce fut l'envol, le moment de quitter l'île vers d'autres pays. Mais toujours, habiter le monde pour moi, c'est habiter un lieu où je poursuis cette même quête de mon adolescence, un coin du monde où je change de rêve tour à tour, de lecture, d'écriture, de création. Haïti ou ailleurs, cette quête me poursuit. J'habite le monde où et que je crée, sans aucune autre prétention que de continuer ainsi. Mon monde, il est celui de la création partout, où il me sera permis ou non de m'y astreindre. Mais ce monde parfois pue. Mûr adulte maintenant, laissez-moi essayer de vous dire un peu de vérité sur ce monde auquel j'appartiens. C'est un monde de torpilles et de bulles puantes à n'en point finir. Certains prenant leur temps précieux qui devrait leur servir à écrire, à créer pour plutôt les utiliser, à inventer des pseudos pour attaquer sous couverture, sous châle. C'est intrigue sur intrigue. Le meilleur roman, la meilleure pièce de théâtre des écrivains haïtiens, il est à suivre sur les réseaux sociaux. C'est pathétique, voire pestilentiel. Sans aucune probité, aucune honnêteté intellectuelle, les uns attaquent les autres dans des coups bas des plus cinglants. Chacun rêve de la chute la plus punitive pour l'autre, exactement comme dans les conflits entre les gangs. À la seule différence que les belligérants sont munis cette fois d'armes moins lourdes, mais tout aussi nocives. Ils traquent jour et nuit, ne dorment pas pour attaquer. Nous ne sommes pas des exemplaires comme on voudrait le montrer. Il faut avoir le courage d'avouer que parfois ça pue entre nous, comme ça pue au pays. Quel monde habité, de cela qu'on voudrait bien parler ici. Merci pour ce festival. Alors ce monde, il faudrait pour l'assainir, crever l'abcès dans ces moments de festival où au contraire on fait semblant que tout va pour le mieux. Alors ayons d'abord le courage d'assainir notre monde ou taisons-nous à jamais. Merci. Mais comment j'enchaîne moi après ça? C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant de parler de nos textes que de parler de ces événements-là, puis après on peut en parler avec d'autres. Mackenzie, justement, tout à l'heure, a fait une petite entrée là-dedans, cette histoire de jeter un livre, d'empêcher à quelqu'un de parler de sa vie. Vous savez, j'ai entendu en Haïti quand même critiquer que le fait qu'un jeune qui devient écrivain, le devient pour gagner sa vie. On critique ça par rang social. Et alors, voilà. Donc ça. Oui, mais avant c'était des fils d'eux. C'est des fils d'eux qui ont Ton micro, dans une famille, machin, fils d'ambassadeur, fils de médecin, fils d'intellectuel à la maison, il y a une grande bibliothèque et tout. Voilà, c'est moi qui suis entré dans la vie des livres. C'est-à-dire, ma mère, elle ne savait pas lire, une femme très courageuse, et sa première pensée le matin, c'était qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire pour manger? Donc voilà. Et quand tu racontes ça, on dit ouais, voilà, oui, lui, il est un peu. Non, je ne suis pas pauvre. Hein. Aujourd'hui, je suis un homme hyper riche. Riche, pas d'argent, d'amitié, de plein de choses. Mais ça, c'est important, c'est-à-dire un jeune qui a grandi à Martissan ou à Fontamara ou à Jérémy ou à Jean Rabel et tout, et qui se dit, moi je veux être écrivain. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de bibliothèque chez toi, et tu veux écrire. Et tu dis, tout ce que je veux faire, tout ce que je saurais faire, c'est d'écrire. En fait, il faudrait s'excuser de vouloir rentrer dans la République des lettres. C'est comme ça qu'on appelle le nom de l'édition en France. J'allais dire la même chose, mais il m'a arraché la bibliothèque de la bouche, et d'être né sans bibliothèque et sans chambre à soi. C'est pas le même décor, mais je dirais que c'est parfois peut-être les mêmes procès, ou les mêmes procès d'intention, ou la même pensée, et le même terreau, quoi, tout simplement. Voilà. Mackenzie, on t'a déjà accusé de maltraiter le français?
Parce que t'es... Oui, bon. Comme les lecteurs, ils sont libres de penser, de dire ce qu'ils veulent. Après, moi, j'ai ma petite démarche. Un écrivain, c'est un obsédé. J'ai ma petite note dans ma tête et tout. Je pars toujours là-dessus. C'est très important pour moi. Moi, j'écris pas pour plaire aux gens. J'écris pas pour qu'on m'aime. Tu vois, ce serait quand même bête de faire ça. Moi, j'écris parce que c'est important pour moi. Si j'écris pas, je vais me défenestrer. C'est très important pour moi d'être sur un projet d'écriture, de tordre la langue, et voilà, de voyager. Là, on a parlé de mon prochain livre, vite fait, Une somme humaine, qui est le deuxième volet de ma trilogie initiée par l'ombre animale, publiée chez Huma et en poche chez moi. Mais le projet, c'est un projet assez simple et complexe. Et ça part d'Haïti. Alors, j'ai tracé en triangle. Ça part d'Haïti. Et c'est la voix d'une très vieille femme qui parle, une femme haïtienne qui parle depuis le lieu de la mort. Et le livre raconte une renaissance. Renaissance de tout, de la nature, du pays, de l'histoire. Voilà. Et parce qu'elle remonte le temps depuis le lieu de la mort. En Haïti, on dit que quand on est mort, on est dans le lieu de la vérité. Et les vivants sont dans le mensonge. Voilà. Et donc, du coup, cette femme, à partir du moment où elle est passée du côté de la mort, et elle voit tout. Elle a une vue prenante sur tout. Et donc, du coup, elle raconte tout. Voilà, le premier point. Le deuxième point, c'est voilà, Haïti, France, États-Unis. Le deuxième volet raconte l'histoire d'une femme blanche. Depuis janvier 2019, je suis une femme blanche. Voilà. J'écoute cette femme, j'écris son autobiographie et le même projet. Le livre raconte une renaissance, traverse l'histoire sociale et française, l'histoire philosophique et française, et aussi il y a un chapitre sur la Goutte d'Or qui se passe là, à côté à Château-Rouge, parce qu'on parle aussi de Saïd Bouziri, ce fameux militant, et voilà. Et le troisième volet, le dernier volet, ça va se passer aux États-Unis à travers la voix d'une adolescente africaine-américaine. Donc pour moi, c'est important. Je suis haïtien parce que j'ai grandi là-bas, parce qu'il y a une âme haïtienne, il y a quelque chose d'Haïti. Je ne sais pas ce que c'est, mais quelque chose voilà, qui m'interpelle moi-même. Et donc du coup, j'ai commencé là-bas, on est en France là, et après on va aller aux États-Unis. Ce triangle qui compose la base de mon imaginaire. Haïti, ancienne colonie française, les États-Unis, occupation américaine et tout. Voilà. C'est important pour moi d'explorer ces mondes, mais depuis mon lieu, c'est-à-dire depuis Martissan, depuis ce petit quartier-là. Voilà. Et mon monde à moi, c'est justement ça. C'est Martissan, c'est cette enfance, cette adolescence, depuis laquelle je regarde le monde. La fameuse phrase de Glissant, agis dans ton lieu et pense avec le monde. Ton lieu vers un imaginaire. Anne-Sophie Stefanini, alors je ne vais pas vous résumer tout ce qui s'est dit, par contre vous allez tout excuser, hein, voilà. Je suis désolée, une des manières d'habiter le monde en ce moment, c'est de se m'occuper d'un petit garçon qui a 2 mois. Je suis de l'autre côté du mur, mais c'est bien capitonné, hein, vraiment, parce qu'on n'entend rien, mais il hurle, voilà. Il habite très bien le monde. Et la littérature c'est bien, mais parfois il y a plus important que la littérature malgré tout. Partir d'un lieu pour aller lire d'autres imaginaires, Anne-Sophie, que ce soit vers la mer où votre héroïne est prête à traverser, vos deux Catherine, comme je les appelle pour Nos années rouges ou pour cet inconnu, une à Alger, l'autre à Yaoundé. Habiter le monde, c'est traverser ces mers, ces continents pour... Je vois la façon dont... Là où vous voulez m'emmener, vers quel monde. C'est vrai que la question des déplacements et d'aller d'un monde à un autre, si tant est que ça existe, ça, c'est un des sujets de mes livres. Tout à l'heure dans la présentation, vous disiez, elle est allée à Yaoundé, à l'autre bout du monde. Mais... ça n'existe pas en fait, l'autre bout du monde. On est au centre d'un monde et on l'explore et on en dit sa vérité quand on écrit. Et Catherine, elle n'a pas l'impression qu'elle va loin en fait, elle habite l'endroit où elle est la plus présente.
En revanche, ce qui est vrai, c'est que tous mes textes convoquent des lieux qui, du point de vue de l'apparence, n'ont pas l'air d'être mes lieux, alors qu'ils le sont, et qui sont mes mondes, alors qu'ils le sont très profondément. Il y a Alger, il y a Yaoundé, évidemment. Je ne sais pas où est-ce que je pourrais vous emmener. Là, maintenant, très exactement. Vous dites qu'ils le sont, alors je ne vais pas poser de questions personnelles, mais ça pourrait être... est-ce que ça pourrait être des mondes où vous n'avez jamais mis les pieds? Dans Vers la mer, il y avait Vienne, en France, la ville de Vienne. C'est le déplacement, toujours, le déplacement d'une mère et d'une fille de Paris vers la mer, vers Marseille, avec l'idée de reproduire plus tard le voyage d'Isabelle Eberhardt jusqu'à Alger, jusqu'à Ain Sefra et El Oued, donc de traverser la Méditerranée. Et elle traverse Vienne, qui est une ville où j'ai pas mis les pieds. Donc oui, j'imagine qu'on peut parler des mondes qu'on ne connaît pas et qui restent des mondes imaginaires du coup. Ensuite, en écrivain, on les connaît, ils nous appartiennent. En fait, on n'écrit pas sur le monde, on écrit sur l'intime et on convoque des lieux, mais on convoque le temps. Ce qui est certain, c'est que Alger est une ville que j'ai parcourue, que Yaoundé est une ville où j'ai vécu, et qu'elles sont certainement plus présentes dans mon esprit, dans mon imaginaire, dans ma manière de vivre et d'aimer, que d'autres territoires qui, comme certains quartiers de Paris, qui sont plus proches. Voilà. Et puis il y a les mondes fantasmés aussi. Par exemple, il y a les mondes que nos noms portent. Stéphanini, tout de suite, ça a l'air de convoquer une île qui, pour moi, parce que c'est pas l'île où j'ai vécu, ni où mes parents sont nés, donc qui est une île lointaine. Néanmoins, elle me colle à la peau, puisqu'elle me nomme, et par son histoire, sa révolte, ses révolutions, ses soubresauts, sa colère, je l'habite aussi d'une certaine manière, parce qu'elle me passionne, et que je l'aime, et que j'aime son histoire. Donc il y a ce monde-là, de l'île. Il y a les mondes où on vit, les mondes qu'on rêve de vivre, les mondes où on habite, les mondes où on n'a fait que passer, le monde de nos enfants. Enfin voilà, il y a tout ça dans nos textes. Et vous n'écrivez pas sur cette île, donc pas d'assignation. Est-ce que j'écris? Non, en revanche, vous avez remarqué que tous mes personnages s'appellent Catherine ou Constance, et elle porte comme nom un nom corse. Donc est-ce que c'est une manière de toujours ramener à une sorte d'ancrage même mythique, mythologique presque, et fantasmé, donc oui, non, pas d'assignation, bien sûr. En vous écoutant, notamment Sophia et Mackenzie, vous avez parlé à la fois de l'absence de bibliothèque, mais de lecture. Sophia, j'ai lu une interview de vous, vous disiez que les films vous avez élevé dans le sens de la fiction, notamment les 400 coups, mais d'autres. La jetée, je crois, de Chris Marker et j'ai oublié. Même l'activement du soleil. Ouais. Et est-ce que avant d'habiter, parce que j'ai tiré les cheveux en quatre, avant d'habiter le monde en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, il faut l'habiter en tant que lecteur. Pour moi, Parce que ça fait longtemps que tu en as parlé. je dirais que c'est la première chose, pas que l'on conseillerait, mais en tout cas c'est la première chose qui m'a amené vers la littérature, pas nécessairement l'école, même si heureusement l'école c'est l'un des derniers endroits aujourd'hui où on en a les livres. Bon, on veut introduire les smartphones aussi, hein. Mais j'avais comme l'impression, en étant en face de ces livres-là, que je considérais comme des blocs, comme des armées en fait, d'avoir la chance de les toucher, bibliothèque aussi publique, parce que justement on pouvait prendre les livres et partir à la maison avec, parfois les voler.
de côtoyer autant d'écrivains de mondes très différents, que ça approchait, ça m'approchait vraiment de la littérature, mais pas seulement des fictions. Je prenais plaisir justement à lire énormément des textes, des essais. J'ai pu justement avoir une vision du monde beaucoup plus large que le petit haïtien port-au-prinçien que j'aurais pu être. L'histoire de l'homosexualité dans ma main, l'histoire de l'anarchisme dans ma main fait que, à un moment, je me pose la question de la sexualité pas comme les autres. Et peut-être petit à petit, l'envie de dire aussi, d'écrire, pas pour devenir Joyce, pas pour devenir Pérec, mais en tout cas pour avoir des choses et pourquoi pas en tout cas un autre Pérec, mais de me dire, ah oui, bon, en fait c'est par ce truchement là aussi que je peux être au monde, que je peux exister, que j'ai la possibilité de dire. Et je sais pas comment j'ai commencé à plus écrire du théâtre que des fictions longues comme le roman. C'est peut-être parce que dans cette bibliothèque, il y avait énormément de livres, les voix création théâtrale, un gros bouquin avec des photos de spectacles magnifiques, des théoriciens du théâtre. Ayant cette chance-là, je me suis peut-être dit, tiens, je peux aussi m'essayer, je pense. Sophia, j'ai dit lecteur, mais ça pourrait être spectateur, puisqu'il y a les deux, je pense. Tout à l'heure, Mackenzie parlait de... On n'a pas d'autre choix, enfin, je ne sais pas si c'était inconscient, mais d'écouter la musique qui nous habite et de la ressortir sur les pages d'un livre. Et en fait, je dirais que c'est toute cette... Quand Guy Régis a cité Magic Malik, il habite en bas de chez moi. Et des fois, je l'entends répéter, c'est très drôle, mais il y a Mambéty, la littérature française, la littérature africaine, haïtienne. Moi, en fait, je dirais que il ne faut pas avoir peur de continuer le fil et de dire que je n'utiliserai pas le mot métissage, que c'est un mot qui m'intéresse, mais en même temps qui est très enfermant, je trouve, à notre époque. Je dirais plus que, en fait, c'est un terreau sur lequel on danse, c'est un terreau... bon, je vais faire mon intéressante, mais il y a Guy Debord qui disait « Pour savoir écrire, il faut savoir lire ». Et je dirais que cette phrase, je la trouve extraordinaire parce que c'est la réalité. Et ça ne veut pas dire que si on est analphabète ou si on ne maîtrise pas la littérature d'une langue ou sa langue, tout simplement, on ne sait pas écrire. Je dirais juste que c'est écouter sa musique intérieure, partir de ce qui nous a fondés, autant le legs de nos parents que la langue du dehors, que la langue de l'intérieur, et essayer tout simplement de continuer le fil. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais j'essaye de formuler ça comme ça. Et puis, par rapport à ce que disait Anne-Sophie, qu'elle ait envie d'être à Alger, à Yaoundé ou à Ajaccio, quel est le souci? Moi, j'ai explosé les frontières même historiques, mais tout simplement pour évoquer la mémoire des lieux. Pour moi, ce qui est important, c'est d'évoquer la mémoire des lieux. Et la mémoire des lieux, ça peut être le monde. Saïd Bouziri, moi, si demain j'ai envie de parler d'une entité haïtienne qui se pose sur un coin de la France parce qu'elle n'a pas le choix, parce que c'est une aberrante, ben je le fais. Je veux dire, Garcia Marquez, le chef-d'œuvre de Garcia Marquez, c'est ça. Il faut laisser le réalisme magique et la magie de l'imaginaire faire son travail, quoi. Je crois qu'à l'ère de la censure, c'est important de continuer, en fait, et surtout d'écouter sa musique intérieure. C'est ça qui est important. Il y a une playlist à la fin de mon roman, et on va de Grace Jones, en passant par Fela Kuti, en passant par Aristide Bruand, le Grand Orchestre National du Congo, enfin il y a tout, et c'est vrai, bon après c'est aussi l'ADN de Château-Rouge, le Chahabi algérois, parce qu'au fond, les frontières qu'on se met dans la société ne doivent pas, parfois ne pas exister dans la littérature, je pense. Voilà.
Voilà. Dans le rôle de maman. Elle m'a envie. Oui, je suis désolée. Oui. Anne-Sophie, ramène-le si tu veux. Non. Le bébé qui pleure, moi, je kiffe. En fait. Tu kiffes, toi, tu vas t'en occuper, il va arrêter de C'est toute la journée. Je savais que ça allait déraper, cette blonde. Je le sais. Oui, ouais, Mackenzie. je pense qu'ils ont tout dit. Mais lire, c'est indispensable. Ça nous enrichit, en fait. C'est un cliché. Parfois, Transmettre un bout de l'enfant qu'on a été, transmettre d'autres continents qui nous habitent, et puis aussi de faire un lien entre nous, parce qu'au fond, ce qui nous lie tous, c'est la langue française. Kateb Yassine disait « le français est mon butin de guerre ». Il y avait quelque chose de très guerrier dedans. Mais il y avait aussi de l'amour, parce que l'amour de Kateb Yassine pour la langue du colon, pas que du colon, mais pour la langue française, qui est une langue extraordinaire. Voilà, et voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais pas vraiment. Si. ce qui nous lie, c'est l'alcool. Non, mais si ça se trouve, même par rapport à cette idée de j'écris pour me réparer, si ça se trouve, je me trompe. Parce que la démarche, elle est déceptive de cette petite idée qu'on a et de cette petite étincelle jusqu'à la dernière phrase. Et donc, c'est une démarche assez déceptive, assez troublante. Mais quand on vient d'Haïti, la question de l'importance de la littérature, elle devient hyper capitale. Et c'est-à-dire, faudrait-il d'abord penser à créer des ponts, des passerelles de l'auteur au lecteur, accessibiliser l'imaginaire, accessibiliser la culture, accessibiliser les choses. Donc je me dis qu'un pays qui lit, un pays qui sait lire, c'est un pays qui... C'est un pays qui analyse. C'est un pays qui cherche à comprendre. C'est un pays qui ne crèvera pas. Voilà, c'est pas un zombie. Et j'ai dit une fois, tu peux pas lui donner nana pour Suzanne. Donc voilà. Et moi, je ne sais pas, peut-être que la littérature a un rôle majeur à jouer dans la construction d'un pays, la construction de l'imaginaire, la construction d'une forme d'unité, d'union, la construction d'une parole, la construction de quelque chose. Et Jacques-Stéphane Alexis, moi je rêve que tout Haïti lise cet écrivain, Jacques Roumain. Et moi j'ai eu un grain de folie une fois, quand la France nous a envoyé Jean-Claude Duvalier comme aide humanitaire après le tremblement de terre, et c'est vrai. Et il y a des Haïtiens qui sont allés l'accueillir à l'aéroport avec des fleurs et des bisous. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. 57-86, c'était hier. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette ignorance? C'est quoi l'organisation de l'oubli, l'organisation de l'ignorance, l'institutionnalisation de l'ignorance? Je dis non, c'est pas possible. Et je me suis dit, bon, pour une fois, parce que moi, quand j'écris un livre, je ne sais pas trop. Je suis un voyageur qui sait plus ou moins où il est, mais qui ne sait pas trop où il va. Et j'aime bien cette ambiance-là. Et pour la première fois de ma vie et de petit auteur modeste, je me suis dit, bon, je vais écrire un livre, je vais répondre à cette question. Et j'ai écrit Maître Mimi, qui raconte l'histoire de Poto, qui serait né dans les années 50 en Haïti, qui traverse toute la dictature et qui dessine tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit. Mais mon rêve c'était ça. Je dis, j'aimerais que tous les Haïtiens lisent ce livre. Voilà. Et c'est une folie d'auteur. Mais franchement, c'est... Vieux vent Caraïbe, je crois que c'est la race des hommes qui n'a pas encore atteint l'âge de raison. Cependant, qu'est-ce que vous êtes fiers de votre raison, de votre savoir et de vos progrès? Vous accusez l'amour? Moi, je dis que c'est vous autres qui êtes restés, malgré vos progrès, aveugles, irrationnels, fous, déraisonnables, malades de la tête, du cœur et des sens. Il en est de l'amour, comme du reste de votre activité,
À bien des égards, vous êtes encore prélogiques, mystiques, animaux raisonneurs, mais pas encore raisonnables. Je remarque bien que cela commence à changer, mais vous n'y êtes pas encore, sachez-le. Je vois bien ma filiation. Oui, Sophia, vous l'avez dit, on a démarré avec ça aussi. Il y a la lumière au bout, et la lumière, c'est l'amour, c'est le rapport à l'autre. Et dans vos livres, mais vous, non, puis je vous voûte, je sais plus ce que je dois dire. C'est l'amour qui sauvera le monde, et cet amour, il peut être filial, amical, intergénérationnel, inventé, passionnel. Alors souvent avec passionnel, il y a destructeur, parce que c'est... ou tout simplement réussi. Mais ouais, l'amour qui sauvera le monde, par qui je commence, Mackenzie? L'amour filial, la mère. Moi, je suis très pudique. mais je parle pas de toi, je parle de ton personnage. L'amour en littérature. Non, donc qui ne veut pas... Je sais pas ce que vient faire l'amour là-dedans. Je sais pas. L'amour des mots. L'amour des mots, oui, tiens, merci. Par le stade de l'enfance. Tu as le droit de me dire non. Oui, non. Et en fait, ça m'obsède. Ça m'obsède. Le mot, c'est un très beau mot. Et l'imaginaire du mot m'obsède beaucoup. Je ne sais pas trop quoi en faire. Parfois, je me dis que je suis ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai pas eu cette enfance rêvée, avec des jouets et tout, des câlins et tout le truc, comme mon fils aujourd'hui. Et parfois, je me dis que j'arrive aujourd'hui à supporter ce que je suis parce que je suis dans une sorte de processus de réparation, de rencontre avec moi-même, d'essayer de me compléter. Et donc, je pense que quelque part, l'écriture m'aide beaucoup. Et après, si on veut, c'est comme un récipient qu'on remplit d'un côté et qui se désemplit de l'autre. C'est-à-dire, quand j'écris un livre, quand je suis sur un projet littéraire, j'ai vraiment l'impression d'être en train de me soigner, de me compléter, de me rencontrer, de réparer des choses. Et hop, l'éditeur me dit, ah, Mackenzie, on s'arrête là, DAT, et ça part sur les presses et je chute. Et donc, je dois recommencer. Et on donne à ces personnages, on ne peut pas donner à ces personnages qu'on n'a pas. Donc, moi, je mets dans mes personnages cette enfance, cette adolescence, mon quartier, mes lectures, mes voyages, ma vision du monde, vision de l'autre, de moi-même, mes peurs, mes angoisses, mes rêves, mes délires, mes folies. Et je crois qu'il y a la frontière entre la folie et la création est très, 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 très mince. Et parfois, quand je me relis, je me dis, pourquoi t'as fait ça? Quand est-ce que t'as écrit ça? C'est assez dingue. Et donc, du coup, moi, j'aime bien cet espace de transe où où j'ai l'impression de réparer quelque chose. Alors, c'est drôle parce que j'avais prévu une question sur le faire de réparer. Il y a un chercheur du CNRS qui s'appelle Alexandre Geffen, il est chercheur en littérature française contemporaine. Et en 2017, il a publié chez Corti un essai qui s'appelle « Réparer le monde ». Et dans lequel il dit qu'aujourd'hui, la génération d'écrivains là, de fin 20e, début 21e siècle, il y a de plus en plus d'écrivains qui, par leur thématique, essaient de réparer le monde, favorisent la propension à l'empathie, alors je cite, hein, corrige les traumatismes, met en lumière les oubliés et les fragiles. Est-ce que vous...
Voilà. Évidemment, l'essai, là c'est la 4e de couve, hein. L'essai il est plus construit que ça. Hein. Mais est-ce que, oui, c'est ça, est-ce que c'est le... En faire une généralité, est-ce que c'est le rôle de l'écrivain de... C'est un peu crétin, mais est-ce que vous vous dites que parce que par votre art, votre création, il y a quelque chose de l'ordre de la réparation du monde, vous pouvez réparer un petit bout du monde? Je pense que c'est une grande utopie, c'est un vœu pieux, utopie active, pourquoi pas, mais je pense que Zemmour ne répare rien, par exemple. Et si tous les livres servaient à ça, oui, je pense que c'est de rester dans cette utopie-là, une quête de l'impossible a du sens parce que justement c'est futile. On est dans cette futilité. Je ne sais pas pour vous si vous croyez que votre livre peut être une bombe, mais j'ai l'impression que d'être en face de justement ces phénomènes de fascistes qui d'un jour à l'autre arrivent dans le monde et de pouvoir avec sa petite pierre, ces quelques pages de plans. Ce serait étrange de penser que ces livres-là, c'est pour le monde. Et on choisit aussi d'écrire dans une langue coloniale, puis un peu partout dans le monde, grâce à l'Empire. Donc c'est aussi de continuer ce partage-là. Voilà. Donc c'est aller-retour entre ces différents mondes, ces différents âges aussi. C'est essentiel pour moi. J'ai l'impression d'arriver à épuiser la question. En fait. C'est marrant que tu parles de ça, parce que de lycéen, parce que l'empereur, c'est un jeune lycéen qui m'a offert l'idée du livre. Je faisais une résidence dans un lycée dans le 13e arrondissement et on travaillait sur le premier roman de Wilfrid Tsondé, Le cœur des enfants léopards. Le personnage principal se retrouve en garde à vue, il a fait une connerie, il est très mal, il s'est fait tabasser et tout, et à un moment donné, la voix de l'ancêtre est arrivée et lui dit: tu as déconné, t'es pas venu en France pour ça, t'es pas parti pour ça, franchement, tu fais chier et tout, etc. Et on était là, tranquille, en train de discuter, de parler de ça, et il y a un jeune lycéen, il devait avoir 14 ans, et il m'a dit: mais monsieur, je comprends pas, pourquoi c'est tout le temps l'ancêtre qui parle? Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Il m'a donné le livre. Et donc l'empereur, en gros, c'est une remise en question de la figure de l'autorité, du chef spirituel, du patron, capitalisme, de la modernité au sens de colonialité. Et mon personnage attend, et la police, il a fait quelque chose, et en attendant que la police arrive, il a fait une projection. Et là, il va dire à l'empereur du Lacou, où il a grandi, toute la vérité, tout sur lui-même. Voilà. Et d'où l'importance de la rencontre, de l'écoute. Et merci à Mohamed. Hein. J'espère qu'il est là. Mesdames et messieurs, si des écrivains interviennent en atelier dans les classes de vos enfants, sachez qu'ils pillent toutes leurs idées. C'est aussi ça, habiter le monde. Sophia, Guy parlait d'enfance, d'intime. Là, on est dans l'adolescence, dans Rascodie des oubliés, mais l'adolescence, c'est jamais bien loin de l'enfance. On est en pré-adolescence. Non, on est à la minute exacte où l'enfance bascule vers le... Pardon, on est à la minute exacte où l'enfance bascule vers la jeunesse.
vers l'adolescence, la pré-adolescence. Et ça, à soi tout seul, déjà, c'est un monde. C'est un monde et en fait, c'est le fil tendu qui traverse quasiment tous les personnages du livre. En fait, c'est comment quitter l'enfance et basculer dans le chaos du monde, en fait. Et on le parcourt à travers des fils tendus, une rhapsodie qui veut dire couture de chant, des langues couturées ou cousues ensemble, ou même parfois mal dégrossies, de briques et de broc, etc. Mais en fait, le fil tendu du livre, c'est comment, sur un territoire de mémoire qui est 18e arrondissement, c'est pas que la Goutte d'Or, hein, c'est de manière large aussi l'histoire, c'est 200 ans, comment en fait, à travers toutes ces vies de ce Paris populaire déjà maintes et maintes fois brillamment et au niveau du chef-d'œuvre écrit par la littérature naturaliste, comment l'évoquer en fait dans la France des années 2010. Et j'ai eu envie en fait de trouver un fil tendu. Tout à l'heure, Guy-Régis parlait ou Mackenzie, je ne sais plus, de la rue de l'enfance, de partir de la rue de son enfance. Moi, je ne me souviens pas et je n'ai pas eu de maison d'enfance. En fait, jusqu'à 6 ans, j'ai pas de souvenirs, et c'est juste à 30 et quelques années que j'ai décidé de me replonger dans l'enfance. Et d'ailleurs, c'est au moment où j'avais un blocage d'écriture. Moi, j'estime que je suis encore au stade du bizutage dans la littérature. Je n'ai écrit qu'un livre. Je suis dans le 2e et je suis noyée. Ça va, je pense que je vais m'acheter une bouée, ça va venir. D'ailleurs, j'ai pas le choix. Mais il faut que je revienne à nos moutons. La rue de l'enfance. Voilà, la rue de l'enfance, je dirais qu'il a fallu que je la recrée. Et en fait, la rue de ma nouvelle enfance, c'était le 18e. Ça fait 10 ans, quasiment jour pour jour, que j'habite dans ce quartier. J'y ai habité juste avant, mais quand je dis quartier, je suis autour du métro Anvers, entre le marché de Dreyfus et la Goutte d'Or. Et en plus, dû à mes racines algériennes, il y a aussi la mémoire qu'on m'a léguée des lieux, quoi. Et j'ai eu envie en fait de trouver un fil tendu, et quel est le fil tendu? C'est cette minute. Et cette minute, en fait, elle arrive à 80 ans pour une petite bonne bretonne qui perd la mémoire et qui a la maladie. Je dis souvent, on a inventé des maladies. Bon, il y a la variole du singe depuis quelques jours, mais on a inventé la maladie du souvenir qui est Alzheimer et la maladie de l'amour qui est le sida. Et on a lancé des bombes sur ce qui nous compose, quoi, et après, bon, c'est la science, mais je dirais que j'ai eu envie d'explorer ça. Il y a Gervaise, jeune Camerounaise passée par la traite d'êtres humains entre Bénin City et Château-Rouge, et les faubourgs de la Porte de la Chapelle, la forêt de Sous-Sénard, etc., les camionnettes du bois de Boulogne, enfin il y a tout ça. Il y a Abad, effectivement, arraché à son Liban. En fait, quand on a été exilé dans l'enfance, je dirais ce qui est important, comme moi, quand on se permet d'écrire un roman, c'est peut-être en fait au fond d'essayer de trouver un point commun. Et la dernière phrase de mon livre, c'est « Ce qui nous lie, ce sont les enfants que nous avons été ». On a tous des points communs ici, même si on n'est ni de la même couleur, ni du même continent, ni de la même île. C'est que je crois qu'on est resté des enfants, et que pour être écrivain, il ne faut pas avoir quitté le royaume de l'enfance, ou parfois pour créer, il faut s'en arracher, mais on y revient toujours, quoi. Et même à cette langue primaire qui est celle de la première fois, quoi. Et donc, j'ai eu envie dans ce roman vraiment de trouver ce qui nous lie, pas forcément de manière ridicule pour dire au fond on se ressemble tous, parce que c'est pas vrai, mais pour trouver une espèce de chose et de parler d'amour tout simplement. Voilà, et la rhapsodie, c'était la forme qui me paraissait, en termes littéraires ou en termes d'expression, la plus magnifique, quoi. Et puis ça vient de siècles et de siècles en arrière. Ça veut dire à la fois couture de chant, pour moi couture de mémoire, et couture aussi, c'est aussi un chant populaire. C'est une forme dans la littérature grecque des siècles. Enfin, il y a toute une chose, et le mot oublié, c'est ça part, on parlait de Pérec tout à l'heure, ça part aussi de mes propres trous de souvenirs, quoi. Et j'estime que j'ai réinventé une espèce de petit garçon, parce que je m'identifie à un petit garçon, pourtant je suis une femme, mais je m'identifie à un petit garçon qui joue dans ce territoire-là. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, mon deuxième roman, c'est encore la voix d'un narrateur masculin, quoi. On ne parlera pas à Mackenzie de ses voix de femme. Hein, ouais, voilà, je veux dire, tout à l'heure, il dit je suis une femme blanche, moi je suis une femme de toutes les couleurs. Dans le livre, c'est pas de la stratégie, ça vous vient comme ça vous vient. Moi, ça m'est venu un 8 juillet 2013, il m'a dit fais-moi exister, il existe, quoi.
mais il n'existe pas sans ses prédécesseurs, qui sont les petits garçons ou les petites filles que j'ai vus dans les œuvres de fiction de Douanel à Gary ou de Mambetti à Piala, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est des enfants qui, moi, dans une enfance compliquée et chaotique, m'ont fait rêver à l'enfance, tout simplement. Et puis je crois que je continue le fil d'une enfance rêvée dans ce quartier qui est un terrain de jeu, en fait. Et que personne ne me vole mon bac à sable, quoi. Voilà. Et tout à l'heure, tu parlais de rencontres avec des lycéens. Moi, c'est arrivé après. Par exemple, j'en ai fait avec des collégiens de la Goutte d'Or jusqu'à récemment. Comme jusqu'à la semaine dernière, j'ai fait une rencontre avec des... Je faisais des ateliers aussi dans un centre social à côté. Et puis un jour, des collégiens viennent me voir, et puis il y a un petit garçon, c'était un petit rebeu, et t'as toute la classe qui dit « Ah ah ah, c'est lui Abad », parce que là, mon narrateur se branle, il fume, il boit, enfin bref, voilà, il est top en fait, voilà, c'est vraiment... et ils disent « Ouais, c'est lui Abad ». Et puis moi, je le regarde, je dis « Non, c'est moi Abad ». Et lui dit « Non, mais c'est moi Abad ». Je dis « Non, c'est moi Abad ». Et on a fait une sorte de joute orale comme ça, c'était hyper drôle, puis à la fin, je dis « Mais c'est moi Abad ». Il me fait « Ouais, mais je sais ». C'était très drôle. Les lycéens ou les écoliers sont des lecteurs sans pitié et sans tabou, et c'est passionnant en fait d'aller dans un spectre de 10, bon le mien, bon, c'est vrai que le bouquin parfois il est un peu trash, mais d'aller de 12 ou de 13 à 95 ans, quoi. Voilà. Et donc on va finir là-dessus, vous m'en voudrez pas, Sophia et Mackenzie. Donc c'est un extrait de Cet inconnu. Elle regardait toutes les nuits les photos des arbres accrochés au mur de la réception et dans les couloirs de l'hôtel. Elle ne savait toujours pas quel était son arbre préféré. Elle avait 9 ans la dernière fois qu'elle avait marché dans une forêt. Elle était avec sa mère. Un photographe avait saisi ce moment. Celui ou celle qui les avait photographiés, ou peut-être était-ce l'écriture de sa mère, avait noté au dos de l'image « Bicop, février 1991 ». Elle avait cherché sur une carte du Cameroun et sur Internet. C'était un village, une église, un dispensaire tenu par des sœurs espagnoles qui organisaient des camps de vacances pour des enfants de Yaoundé chaque été. Des maisons de paysans tout autour, des champs d'arachides, des plantations de bananes, de cacaotiers, la forêt équatoriale, le fleuve Nion tout proche. Elle avait lu des récits de Français qui sur Internet racontaient leurs vacances, les guides qui décrivaient la région. Elle savait que sa mère avait enseigné une année à l'école de ce village. Dans son journal retrouvé, une sorte de journal, un texte sans date, des notes. Sa mère parlait de cet endroit en disant « Au village, mon village ». Constance n'en avait gardé aucun souvenir, alors qu'elle avait vécu là avec sa mère quelques mois, que la photo prouvait qu'elles y retournaient souvent. Sur la photographie, elle tenait la main de Catherine, regardait l'objectif. Sa mère avait tourné la tête, elle était de profil et regardait ailleurs ou quelqu'un, ou un arbre. Elle était habillée de la même manière, jean et chemise bleue. Autour d'elle, la forêt équatoriale, avec ses arbres gigantesques qui atteignent 30, parfois 50 mètres, et semblaient couvrir le ciel, comme si la terre venait de se renverser. Constance se souvenait de son vertige, c'est tout. Plus tard, elle avait regardé dans les atlas les dictionnaires. Forêt équatoriale, forêt dense, humide du sud, 300 essences, une trentaine exploitées. Il y avait les bois rouges et les bois blancs déroulables, les bois d'ébénisterie, les bois de construction, les bois de déroulage. Elle répétait à voix haute comme un poème le nom des arbres. Sapeli, Bubinga, Azobé, Iroko, Ayou, Ilumba. À l'hôtel, 3 chambres portaient les noms des bois de sa forêt. Fromager, Acajou, Ébène. Et moi je trouve que ça donne envie d'aller faire des bisous aux arbres. Et, pardon, je voudrais juste terminer pour dire que l'homme qui a créé ce festival, il est parmi nous, et il y a mis tout son cœur, tout son être, Sadak Charles.
Merci Et d'encourager. bravo à toutes les équipes. Et à son équipe aussi, qui est une équipe solide. Merci beaucoup d'avoir créé ça. Et demain, vous retrouverez Anne-Sophie Stefanini, Mackenzie et Guy à 18h au pied-à-terre pour poésie et déclamation avec Lionel Trouillot et Néhémie Pierre Daomé. C'est moi. Ah, c'est haut, je crois que c'est plus bas. Salut, excusez-moi. Voilà, et bravo. Et un grand merci à eux trois et un grand